visible. Alors, on va commencer d'abord par une introduction. On va faire des rappels sur les orbitales moléculaires, le principe de la spectroscopie électronique, les différents types de transitions. On va voir comment on obtient un spectre UV visible, qu'est-ce que c'est qu'un groupement chromophore et les lois qu'on va utiliser et l'application de cette méthode d'analyse. Donc, nous, on est en train de faire des méthodes d'analyse. Donc, ça, c'est une méthode très, très importante. Alors, cette méthode d'analyse, elle est basée... Elle est... Ah bon, alors... J'ai perdu mon cours. Alors, cette méthode d'analyse, je vous ai dit très utilisée, elle va utiliser un domaine du spectre électromagnétique, c'est-à-dire de la lumière, un domaine de longueur d'onde, de l'UV, l'ultraviolet et le visible. Qui peut me dire quel est le domaine de l'UV visible? Il s'étend entre quoi et quoi? Est-ce que vous connaissez le domaine de l'UV visible? 180, 750. Là, c'est écrit ici. C'est 180, 750. Mais en fait, l'UV, l'ultraviolet, il va bien avant 180. Il est bien avant 180. On peut avoir l'UV lointain. Il y a l'UV lointain, il y a l'UV proche. D'accord? Donc, l'UV lointain, بعيد, commence à 10 nanomètres. Mais nous, on ne peut pas l'utiliser. Parce que les molécules qu'on va analyser, pour qu'il y ait un spectre qu'on peut utiliser, c'est le domaine de 180 à 400 nanomètres. 180-400 nanomètres, c'est l'ultraviolet et c'est l'UV proche. On va de 400 nanomètres jusqu'à 750, jusqu'à 800. D'habitude, on dit 200, 400, 400, 800. De 400 à 800, c'est le visible. Ça veut dire ce que l'œil nu, l'œil humain peut voir. Tout ce qui est coloré, tout ce que vous voyez, c'est des longueurs d'onde situées entre 400 et 800 nanomètres. Inférieur à 400, c'est l'ultraviolet et on va utiliser dans l'ultraviolet un domaine qui est de 180 à 400 uniquement. Ceux qui sont situés avant, on ne peut pas les utiliser parce que on va voir pourquoi. Alors, donc, la lumière qu'on reçoit du soleil, la lumière visible que vous voyez avec votre œil, elle ne représente qu'une petite partie du spectre électromagnétique. Vous savez que la lumière qu'on reçoit, qu'on voit, la lumière blanche, c'est une toute petite partie de ce qu'on reçoit du soleil et de l'univers. En fait, ça dépend de la longueur d'onde. Et si les longueurs d'onde sont petites, on a les rayons gamma. Les rayons gamma, ils se trouvent dans le cosmos, par exemple, qui sont les astronautes. Vous avez ces rayons gamma et qu'on trouve aussi dans les réactions nucléaires, radioactives. Vous avez les rayons X. Les rayons X, c'est ce qu'on vous fait quand vous faites une radio. Quand vous allez chez le médecin et il vous fait une radio, là, c'est les rayons X. Vous avez aussi, après les rayons X, vous avez les UV, ultraviolets. Ultraviolet, ça commence, il y a le lointain, il y a le proche. Le proche, c'est celui qu'on va utiliser entre 180 et 400 nanomètres. Entre 400 nanomètres de longueur d'onde et 800, c'est le visible, c'est la seule petite partie que l'œil humain peut voir. Et donc, tout ce qui est coloré appartient donc à la longueur d'onde à 400-800 nanomètres. Après 800 nanomètres, vous avez l'infrarouge. Après, vous avez le reste, les ondes radio, les micro-ondes, etc. Donc, le cours d'aujourd'hui, c'est la spectrométrie d'absorption UV visible. On va utiliser des longueurs d'onde situées entre 180 et 800 nanomètres. 180-400, c'est l'UV.
ultraviolet, 400, 800, c'est le visible. Alors, cette lumière qu'on reçoit, on a dit que c'était une toute petite partie des ondes qui arrivent, qu'on peut détecter. Donc, l'absorption de la lumière UV visible par les molécules se produit, comme pour les atomes, du fait de transitions électroniques. Lorsqu'on a vu la SAA, l'absorption atomique et l'émission atomique, on a vu qu'il fallait que les atomes soient seuls et que les longueurs d'onde reçues, absorbées ou émises par l'atome proviennent des électrons de la couche de valence. Donc, les électrons de la dernière couche, lorsqu'ils reçoivent une lumière, donc ils absorbent une énergie sous forme de longueur d'onde, ils vont sauter à l'état excité, ça c'est l'absorption atomique. Lorsqu'ils reviennent à l'état initial, l'état fondamental, ça c'est l'émission atomique. Donc ça concerne les électrons de valence de la couche externe d'un atome. Là, pour l'UV visible, ça concerne la liaison. Donc pour établir une liaison, il faut deux atomes. Et là, rappelez-vous, donc les atomes qui participent à la liaison vont avoir donc des orbitales atomiques qui vont devenir des orbitales moléculaires. Chaque atome apporte un électron et lorsqu'ils les mettent ensemble, on obtient un orbital moléculaire. Alors les orbitales moléculaires, je vais en faire... Oui? Pouvez-vous accepter les autres? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous pouvez accepter les autres? Oui, mais on ne peut pas on coupe le cours à chaque fois. C'est embêtant. Et pourtant, j'ai laissé un quart d'heure. Parce qu'à chaque fois, il faut que j'arrête le cours, que j'aille les accepter. Ce n'est pas évident. Alors, et après, je perds le fil. Alors, je vais essayer de vous mettre les orbitales moléculaires. Attendez, les orbitales moléculaires. Comme ça, vous allez vous rappeler un petit peu. Ça, c'est des choses que vous avez faites en première année. Allez, on va les reprendre juste parce que les orbitales moléculaires. Attendez, on va chercher ici. Orbital. O, M. Attendez, je vais les chercher. Alors, je vais vous faire des petits rappels sur les orbitales moléculaires. Comme ça, quand je vais dire orbital moléculaire, vous allez savoir de quoi il s'agit. Orbital moléculaire. Alors, je vais arrêter le partage pour vous montrer. Alors, est-ce que vous vous rappelez des orbitales moléculaires ou pas? Vous les avez fait en première année. Vous vous rappelez? Oui. Alors, je vais essayer de trouver la souris qui me plaît. Voilà, attendez. Je vais arrêter le partage pour partager un autre. D'accord? Oui.
Une minute, hein, parce que j'ai du mal à... Voilà. Alors, arrêtez la présentation. On va faire des petits rappels sur les orbitales moléculaires. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors, Oui. la liaison, voilà. Donc, comment on forme des liaisons? Pour former une liaison covalente, il faut des recouvrements d'orbitales. Rappelez-vous, voilà deux atomes. Par exemple, H avec H. Attendez, je vais agrandir un peu. Comme ça, c'est mieux. Voilà. Donc, par exemple, si je prends deux atomes d'hydrogène, chacun apporte son électron et il y a un recouvrement du nuage électronique et on forme une liaison covalente, n'est-ce pas? Par exemple, si je prends O avec O, on a une liaison sigma et on a une liaison pi. Hamle sigma ou hamle pi. L'azote avec l'azote, trois liaisons. Wahda sigma ou 2 pi, hay sigma ou ham 2 pi. Ça, c'est les liaisons covalentes, simples, triples, ça dépend. Alors, donc regardez, deux atomes d'hydrogène seuls, et là, ils vont faire, quand ils vont se lier, on aura une orbitale liante. Hado, c'est les orbitales atomiques, chacun tout seul. Quand ils font une liaison, on aura des orbitales qu'on appelle les orbitales moléculaires. Il y a des orbitales qui sont liantes, il y a des orbitales qui sont antiliantes. Les orbitales liantes, ils ont une énergie faible, et les orbitales antiliantes, elles ont une énergie haute. Ça aide les orbitales, ça veut dire où ils dorent les électrons. D'accord? Alors, regardez, est-ce que vous vous rappelez le diagramme des orbitales moléculaires? Vous vous rappelez de ça ou pas? Est-ce que vous êtes là? Oui, madame. Oui, madame. انا كي نقري نحب يهضروا معايا باش نهضر مع واحد ليكرون وحدي هكذا على باليش ولا رحتوا ولا راكو هنا بالك راني وحدي نهضر. Donc, je vous ai dit, quand on prend des atomes et on fait une liaison covalente, on a ce qu'on appelle une orbitale moléculaire. Et ça, c'est le diagramme des orbitales moléculaires. Donc, vous prenez un hydrogène à droite, elle dit par exemple la molécule H2. La molécule H2 fait une liaison covalente sigma. Qui déroule le diagramme des orbitales moléculaires? On a un hydrogène à droite et un hydrogène à gauche. Vous avez des orbitales sigma S liantes, sigma S antiliantes. Et là, on met chaque atome, on met ses électrons à droite et à gauche. Et dans, c'est les orbitales atomiques. Qui qui déroulent la liaison orbitale moléculaire. Et l'énergie de l'orbitale moléculaire, لازم تكون قل من les énergies dans les orbitales atomiques. Sinon, la molécule n'existera pas. Donc, chaque électron est apporté par un atome, ils vont former l'orbitale moléculaire, on a les électrons. Du moment qu'on n'a que deux, on commence toujours par la liante, ou antiliante, parce que l'énergie d'une orbitale moléculaire liante est plus basse que l'antiliante. Vous vous rappelez de ça? OK? Oui. On peut avoir par exemple d'autres exemples. Hadaya, c'est le fluor, F2. On a sigma ou on pi. Et là, chaque atome de fluor a 2s, 2px, 2py, 2pz. On a sigma S antiliante. On dit sigma z, px, py, ça, c'est les orbitales moléculaires. Et en fait, les électrons, les ramana, quand ils reçoivent une lumière située dans l'UV, l'ultraviolet, ou là dans le visible, qu'est-ce qui va se passer? Les électrons, ils vont passer à l'état excité.
Ce n'est pas les atomes, c'est les molécules, les électrons dans la liaison, dans les orbitales moléculaires. Alors, quelles transitions ils peuvent avoir? Par exemple, PX ou PY, liant, quand il passe à l'état excité, ou les anti-liants, l'énergie تاعو تطلع. يقدر يروح من حتى لهنا، يقدر هذا X سيجما يروح حتى لهنا وهي رايحة. D'accord? Donc ça s'appelle les états excités, mais dans les orbitales moléculaires. On a par exemple sigma étoile. يكون هنا ويطلع حتى لهنا. Ça demande une grande énergie. On a pi qui passe à pi étoile. Et aussi, on a un autre qui va intervenir, c'est le doublé non liant. Le doublé non liant, on ne pas les orbitales moléculaires. Pourtant, sa place, elle est là, au milieu. Si je devais placer l'énergie d'un doublé non liant, eh ben, elle va se situer ici, entre sigma hada et pi. Bin sigma ou pi, quand on met le doublé non liant, il y a l'énergie elle est ici. Donc, les électrons d'un doublé non liant, par exemple, l'azote ou l'oxygène, ou là, eux aussi, ils peuvent passer à l'état excité et sauter soit N à pi étoile, soit, par exemple, OK? Est-ce que vous avez compris les transitions? Oui ou non? Oui, madame. Tout dans le cas, par rapport à l'absorption atomique, à l'émission atomique, ce n'est pas la même chose. L'absorption atomique ou l'émission atomique, c'est les électrons de valence de l'atome. Ce n'est pas les électrons de valence, c'est les électrons de la liaison. Donc, on va regarder l'orbital moléculaire, mais atomique. Et là, on a des transitions sigma étoile, pi étoile, n pi étoile, n étant le doublé non liant. Je vous ai dit, si dans la molécule, les atomes ont des doublés non liants, l'énergie تاعهم تكون entre sigma et pi. D'accord? Donc, on va retourner. Oui? Alors, on va arrêter la présentation et on va repartager l'écran avec le cours sur le V. C'était juste pour vous montrer. C'était juste pour vous montrer quels sont les électrons qui sont concernés par les transitions électroniques. Quand je dis transition électronique, ça veut dire que les électrons passent de l'état fondamental à l'état excité. Quel électron? Ce sont les électrons des orbitales moléculaires, mais pas les orbitales atomiques. Donc, un électron à l'état fondamental, les électrons absorbent des radiations d'une énergie suffisante pour le faire passer à l'état supérieur qu'on appelle l'état excité. Ça dépend de la longueur d'onde qu'il reçoit, de la lumière qu'il reçoit. Sachant que E est égal à H mu égale HC sur lambda, donc chaque longueur d'onde va apporter une énergie. Selon la longueur d'onde, l'énergie pourra le faire passer à un niveau supérieur à la longueur d'onde. Les transitions qu'on va utiliser sont dues à des longueurs d'onde situées entre 180 et 750 à 800 nanomètres. Donc, on est dans le domaine ultraviolet visible. Les énergies dues à ces longueurs d'onde vont se situer entre 13 000 à 160 à 665 kJ par mol. D'accord? Donc, les énergies qui correspondent aux longueurs d'onde HEDO, c'est 13 000 à 665 kJ par mol. Sachant que E égale Hc sur lambda. Donc, vous remplacez lambda par sa valeur. Si c'est la vitesse de la lumière, vous déterminez E. Et E, c'est l'énergie qui va faire passer l'électron des orbitales moléculaires de l'état normal à l'état excité. Alors, les valeurs des énergies vous montrent que ces rayonnements peuvent provoquer même des ruptures de liaison. Ça veut dire que les énergies, quand ils les reçoivent, les longueurs d'onde, peuvent aussi casser des liaisons, carrément. Vous avez vu, des fois, vous avez des produits, on vous met mettre à l'abri de la lumière.
Est-ce que vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça ou pas? Vous avez des médicaments, des Oui. produits, là, comme mettre à l'abri de la lumière, mettre l'homme sur la lumière. Voilà. Parce que la lumière, c'est quoi une lumière? C'est une longueur d'onde. Et les longueurs d'onde, c'est quoi? C'est une énergie. E égale hc sur lambda. Et bien, des fois, donc, les énergies peuvent casser carrément des liaisons. C'est-à-dire, ils تحول هذاك le produit à un autre produit. D'accord? Donc, le domaine de l'UV D'accord. visible, donc le domaine UV a été étudié depuis très longtemps. Donc, ça fait longtemps qu'on utilise le domaine visible et de l'UV et on n'a pas beaucoup d'informations. Maintenant, l'UV visible, il commence, je vous ai dit, il commence de 80 à 800. Mais on ne peut pas utiliser 80 حتى 180 ما نقدروش نستعملوهم. On ne peut pas utiliser l'UV lointain. نقدروا نستعملوا l'UV غير à partir de 180. L'UV ما يبداش في 180 يبدا في 80. Mais احنا ما نقدروش نستعملوه من 80 حتى 180 ما نقدروش نستعملوه من 180 حتى 800 nanomètres, c'est-à-dire UV jusqu'à 400 et de 400 à 800 c'est le visible. Par exemple, à partir de 400, il y a le visible, le visible, il y a le bleu violet. 400, il y a le visible, c'est-à-dire l'عين تاعكم عينكم ما تقدر تشوف غير les longueurs d'onde اللي جايين بين 400 et 800 nanomètres. هذا ما كان. Le reste, on ne les voit pas. Vous avez déjà vu des animaux qui voient la nuit, n'est-ce pas? كاين des animaux يشوفوا في الظلمة. L'infrarouge. Oui. N'est-ce pas? Parce que العين تاعهم تشوف لي لونغور دون انفراروج. حنا العين تاعنا ما تشوفش طون ميو. كون جينا نشوفوا الانفراروج هادو ما نقدروش نرقدوا. كي تغمضي عينك تبقاي تشوفي. داكوغ؟ صافي ميم تطفي الضوء تبقاي تشوفي. لو سيرفو تاعنا ما يرتاحش كاع. حنا لازم فوالا دونك كل حاجه دارها ربي avec c'est-à-dire c'est pas fait n'importe comment. كل حاجه عندها une raison. D'accord? Donc l'œil humain يبدا يشوف من 400 حتى ل 800. شفتوا l'arc-en-ciel كي يجي يبدا فيه كاع لي كولور يبدا من الفيولي بلو يخلص بالغوج في الوسط كان الصفر وهذا داكوغ هذه با لا بارتي اللي نشوفوها حنايا بالعين هذا ما كان دونك entre 400 et 800 nanomètres c'est le visible entre 80 et 400 c'est l'UV mais pour faire la spectroscopie UV visible on ne peut pas utiliser de 80 on va utiliser de 180 à 400 pour l'UV. D'accord? Donc, le proche UV, c'est 200-400 et le lointain de 80 à 200. Donc, bien sûr, de la spectroscopie UV visible, surtout, on l'utilise pour l'analyse quantitative. Quand on veut déterminer les quantités, les masses, les concentrations, la méthode HEDI, elle est très adaptée pour calculer les masses d'un échantillon inconnu, ou la concentration, ça on peut, le nombre de moles. Donc, elle est très utilisée. Très simple, très utilisée. Donc, les transitions électroniques sont dues ou provoquées par les longueurs d'onde. Les longueurs d'onde situées entre l'UV et le visible. Maintenant, l'étude, on va obtenir des spectres UV et à partir du spectre UV, quel est le chromatogramme? La chromatographie, c'est un chromatogramme. Le résultat, on l'obtient sous forme de spectre UV. Le spectre UV, c'est à partir de là qu'on va récolter les informations, où là, on va interpréter les résultats pour trouver des informations très utiles. Maintenant, par exemple, l'utilisation des spectrophotomètres UV, c'est très courant, c'est quelque chose qui se fait, dans tous les laboratoires, c'est un appareillage qui est pas très coûteux et qui est très utilisé. Alors, ce n'est pas utilisé, donc on peut l'utiliser aussi bien pour des molécules organiques, on va voir quels sont les critères pour qu'une molécule absorbe, et on peut utiliser pour des complexes colorés, par exemple, etc. Alors, les orbitales moléculaires, je vous ai fait des rappels. On a vu qu'on avait des orbitales moléculaires liantes et antiliantes et que la transition va se faire justement
entre un électron de la liante jusqu'à l'antiliante. Quand il reçoit de l'énergie qui vient de la lumière UV visible, il saute l'électron, il va à une orbitale supérieure, on appelle ça un état excité. D'accord? Oui. Donc, on a différents types de transitions. On peut avoir sigma, sigma étoile, toujours la transition d'un état liant vers un état anti-liant, toujours une énergie inférieure à une énergie supérieure. Donc, il y aura de pi, par exemple, à pi étoile, de sigma à sigma étoile, etc. D'accord? Donc, chaque transition est caractérisée par la longueur d'onde et ce qu'on appelle le coefficient d'absorption molaire. Il est très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque composé a sa propre manière d'absorber la lumière. On appelle ça le coefficient d'absorption molaire et son symbole, c'est epsilon. Il est propre à chaque composé. Comme un composé a son epsilon. On appelle ça un coefficient d'absorption molaire et ce sont des valeurs connues. Est-ce que vous suivez? Oui, madame. Oui. Qui me fait moi je habsouni, hein? D'accord? La grande stabilité des liaisons, des composés organiques, elle se traduit par un écart important entre les niveaux orbital extérieur. Cette transition d'une OM liante vers une OM anti-liante demande beaucoup d'énergie. C'est-à-dire, pour faire passer un électron d'une orbitale liante à une orbitale anti-liante, ça demande beaucoup d'énergie. Cette énergie, elle vient sous forme de quoi? De longueur d'onde. C'est la lumière qui la perd, qui la ramène. E égale hc sur lambda. Quand la lumière arrive avec lambda, elle apporte de l'énergie. Et c'est cette énergie que l'électron va absorber pour sauter. D'accord? Là, par exemple, on regarde pour l'éthane, qui est un alcane. La longueur d'onde qu'il va absorber, c'est 135 nanomètres. C'est la longueur d'onde située dans l'UV. Et dans l'UV lointain, l'UV proche, c'est à partir de 200. Et s'il reçoit une grande énergie, elle risque de casser la liaison. Est-ce que vous avez compris? Je répète, si je prends les alcanes ont des liaisons sigma, on est d'accord? Est-ce que vous suivez? Oui. Donc les alcanes font des liaisons sigma. Les alcanes absorbent, mais ils absorbent dans l'UV lointain. Et les énergies, plus vous avez la longueur d'onde qui est petite, plus E égale hc sur lambda. Quand lambda est petit, E est comment? Est grand. E égale hc sur lambda. Si lambda est petit, E est grand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la longueur d'onde diminue, donc on va vers l'UV lointain, et c'est là où ils absorbent, l'énergie va être intense, et qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vous écoute. L'énergie va être intense, non seulement elle risque de rompre la liaison, et en plus, regardez, le coefficient d'absorption, il est faible. Donc, ce qui fait que ces hydrocarbures saturés, par exemple l'hexane ou la cyclohexane, etc., et qui n'ont que des liaisons sigma, ils sont pratiquement transparents. On dit qu'ils sont transparents dans le proche UV. Bon, ils absorbent dans le proche UV. Je dis le proche UV, منين 200. وين يبدا 200. Non, 200, c'est pas le proche. Ça, c'est le bon. Le proche UV, oui. 200, oui, 200, 400, pardon. Je parle du lointain, pas le proche. Comme le lointain, qu'on a de 80 à 200, ou de 200 à 400, c'est là où on peut
c'est les longueurs d'onde qu'on va utiliser pour analyser. À peu près 180, mais nous, on va arrondir, on va dire 200, 400. D'accord? Donc, les alcanes, comme ils n'ont que des liaisons sigma, ils absorbent dans le lointain. Regardez, 130 nanomètres, c'est le lointain. C'est inférieur à 200. Donc, si on les analyse entre 200 et 400, mais ben ouais, l'eau. Ils seront transparents, ils ne vont pas absorber, on ne les verra pas. OK? Est-ce que vous avez compris? Oui. OK. Alors, on va regarder maintenant le spectre électronique. Il se compose de quoi? Alors, on a différents spectres électroniques. Un spectre continu, où il y a des niveaux discrets d'énergie par rapport à l'excitation des électrons. On a aussi une série de bandes, on peut avoir plusieurs bandes. Et là, la bande la plus intense, elle va provenir de la transition. Comment on appelle ça? La transition la plus importante, d'accord? Donc, quand vous avez l'électron qui va passer à l'état excité, il reçoit une énergie sous forme de longueur d'onde, il l'absorbe, après il saute. Il va à un niveau supérieur. Vous devez, à partir de cette transition, avoir un spectre. D'accord? Donc, comment on fait? Donc, on a ce qu'on appelle des états de vibration, des états, il y a plusieurs choses, on ne va pas rentrer dans les détails. Il faut savoir juste que les transitions, elles ne sont pas faites n'importe comment. L'électron, il ne va pas aller où il veut n'importe comment. Vous vous rappelez quand on a fait l'absorption atomique ou l'émission atomique, quand on a regardé les électrons de valence de l'atome, est-ce qu'ils pouvaient aller partout? Non. Non, chaque atome avait ses propres longueurs d'onde. C'est comme ça qu'on arrivait d'ailleurs à l'identifier. Si l'atome, à chaque fois, il change de longueur d'onde, il fait ce qu'il veut, on ne pourra jamais l'identifier. C'est parce que chaque atome a ses propres longueurs d'onde qui lui apportent l'énergie qu'il faut pour passer d'un niveau électronique à un autre. Par exemple, l'hydrogène, il va passer de 1 à 2 ou de 1 à 3, de 1 à 4, le niveau 1, c'est-à-dire fondamental à côté du noyau. Au niveau 2 ou 3 ou 4, il lui faut des énergies bien précises. Énergie précise, ça veut dire longueur d'onde précise. Ça veut dire E, delta E est égal à HC sur lambda. Et justement, c'est à partir de là qu'on peut l'identifier. S'il absorbe cette longueur d'onde, sans que c'est lui. Il se peut que des fois, on ait les mêmes longueurs d'onde pour deux atomes, mais on ne peut pas avoir tout, parce qu'il n'y a pas qu'une seule longueur d'onde, ça dépend des transitions. Mais il ne peut pas avoir toutes les longueurs d'onde kiff-kiff, ce n'est pas possible. On a vu ça dans un exercice dans la série SASEA. Alors, on peut donc prédire un spectre UV visible. Il faut connaître les niveaux d'énergie de la molécule étudiée. Rappelez-vous, je viens de vous montrer que pour l'UV, ce n'est pas les transitions des électrons des orbitales atomiques, mais ceux des orbitales moléculaires. On peut les prédire. On peut aussi donc déduire, donc savoir de qui il s'agit. C'est comme ça d'ailleurs qu'on utilise cette méthode. À partir de la longueur d'onde et donc de la transition, on peut savoir de quelle molécule il s'agit. D'accord? Alors, comment on fait? On a ce qu'on appelle une longueur d'onde de résonance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celle qui va emmener l'électron de son état fondamental à l'état qui est juste à côté. Ça, on l'a vu. On l'a vu quand on a fait les transitions électroniques des atomes. Là aussi, il faut regarder la structure de la molécule et à partir de la structure de la molécule, on peut savoir quelles sont les transitions possibles.
Alors, est-ce que toutes les molécules peuvent faire ce qu'elles veulent? On a vu que, par exemple, les liaisons sigma, on va les éliminer. Parce que les liaisons sigma, elles ne sont pas, elles sont transparentes dans le domaine qu'on va utiliser, c'est-à-dire entre 200 et 800 nanomètres. Alors, on a beaucoup de transitions quand on va regarder le spectre. Certaines sont dues à des vibrations de la molécule, de la liaison, je veux dire, entre deux atomes. Certaines sont dues à des rotations, certaines sont dues à des transitions. Tout ça est mélangé et superposé, c'est-à-dire hada fuq hada. Et ce qu'on va obtenir, on va obtenir une bande, d'accord? Ça se superpose au niveau énergie électronique et ça nous donne plusieurs transitions possibles et tout est ramassé et ça vous donne une bande. Donc le spectre qu'on va analyser, il a la forme d'une bande large, comme ça, regardez. Ça, c'est les excitations, là, regardez. Donc ça fait plusieurs bandes, l'une à côté de l'autre. Les autres, regardez ici. Regardez toutes les possibilités. Il peut aller de là à là, de là à là, etc. En plus des vibrations, tout ça. Donc tout est ramassé et on aura une bande large. Donc dans l'UV visible, les transitions sont toujours accompagnées par des vibrations des niveaux électroniques. C'est des vibrations fines et les pics ont l'apparence de bandes. Donc, on n'a pas comme en chromatographie un pic fin, comme ça. Là, ce sera des bandes larges. Alors, regardez. Donc, voilà toutes les possibilités, transition et vibration. Nous, on doit obtenir, regardez, c'est tout ça. Mais ça, c'est une très grande résolution. Si on a une grande résolution, c'est-à-dire que si on voit le détail du détail, c'est comme quand vous regardez dans un microscope. Vous changez. Si vous voulez regarder à un dixième ou à un millième, etc., donc vous allez à chaque fois rajouter, et comme une loupe, il faut encore le détail du détail. Donc de loin, on va voir ça. De très très près, on va voir le détail. Dans cette bande-là, il y a plein de petits pics à l'intérieur et qui correspondent à des transitions, à des vibrations, etc. Donc finalement, vous aurez une bande large d'absorption, on appelle ça ray ou bande d'absorption dans l'UV visible, et c'est ça que vous allez interpréter. Donc on nous parle de ray, de bande. Ray correspond à transition, d'accord? C'est le passage d'un électron d'un état à un autre. Il y a aussi des énergies de vibration aussi. Tout ça est ramassé et vous donne un spectre qui va être comme ça, regardez. Donc, dans le détail, on voit plein de choses, mais nous, on va tout ramasser et voir ça en une bande large. Ça, c'est la structure fine et votre spectre aura une allure de bande large. Alors, les structures fines, tout ce qu'on voit ici, c'est dû à des transitions, à des niveaux de vibration, de rotation, à des niveaux d'énergie. Donc, tout est ramassé et vous allez voir, Thomas, une bande large. OK? Parce qu'on ne peut pas les séparer. Quand il y a une onde électromagnétique qui arrive, une longueur d'onde qui arrive, tout se fait en même temps. Il y a en même temps l'électron qui va sauter, en même temps il y a de la vibration, tout est en même temps, on ne peut pas les séparer. D'accord? Oui. Alors, on revient aux transitions qui nous intéressent, qu'on a vues au tout début. Donc, d'une manière générale, les transitions qui nous intéressent, les transitions, bien sûr, électroniques, des orbitales moléculaires. On parle d'une molécule. Donc, on parle de liaison entre atomes, entre deux atomes. Alors, l'état fondamental, ce sont les orbitales liantes et les orbitales antiliantes. Bien sûr, on a les orbitales liantes, sigma et pi, comme on a vu tout à l'heure dans le diagramme des orbitales moléculaires. Et je vous ai parlé aussi du doublé non liant. Si je prends un atome d'oxygène ou un atome d'azote, il a des doublés, c'est-à-dire des électrons qui ne participent pas aux liaisons qu'on appelle les doublés non liants.
Les doublés non liants, énergétiquement, si je dois les placer, ils sont là. Ils sont entre les orbitales liantes, sigma et pi, et entre les orbitales antiliantes, pi étoile et sigma étoile. Leur niveau énergétique, il est là. D'accord? Donc, quelles sont les possibilités? Si vous avez un électron qui est sur sigma ou sur pi, qu'est-ce qu'il peut, quand il passe à l'état excité, où est-ce qu'il peut aller? Donc, j'ai une possibilité d'un électron qui va de sigma à sigma étoile. Là, c'est une transition. Il passe de l'état fondamental à l'état excité. On a une deuxième possibilité, si l'électron il est sur pi, un électron pi peut aller sur pi étoile. Ça, c'est un état fondamental, l'énergie elle est basse, et là, c'est un état, l'orbital antiliante, son énergie est plus haute, et c'est ce qu'on appelle un état excité. Donc, pour passer de cet état à l'autre état, il faut qu'il reçoive de l'énergie. Il ne va pas sauter tout seul. Cette énergie est ramenée par une lumière qui a une longueur d'onde située dans l'UV ou dans le visible. On a dit entre 200 et 800 nanomètres. Autre possibilité de transition, pour un doublé non liant, qu'on va appeler N. Donc, le doublé non liant qu'on appelle N, il est situé ici, point de vue énergie, et lui, l'électron de ce doublé non liant, lui aussi, quand il reçoit, il peut aussi sauter à un niveau supérieur. N à sigma étoile, N à pi étoile. Il y a deux les deux possibilités. Il ne peut pas revenir en arrière. Il ne peut que monter sur des niveaux supérieurs. C'est ça, c'est pour ça qu'on les appelle les états excités. D'accord? Oui, madame. Alors, on va voir quelles sont les molécules qui peuvent justement absorber dans le domaine UV visible. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Est-ce que toutes les molécules peuvent absorber ou elles doivent avoir une particularité pour pouvoir absorber? Je parle des molécules organiques. Alors, on a ce qu'on appelle les groupements chromophores. Alors, les groupements chromophores des composés organiques sont des groupements responsables justement de ces absorptions dans l'UV visible. Parce que dans une molécule, il y a certains groupements, certaines fonctions, certaines liaisons qui permettent justement aux électrons de sauter d'un niveau à un autre et on va dire qu'elles vont justement absorber dans l'UV visible. Alors, le chromophore ou le groupement chromophore, c'est celui qui va subir, celui dont les électrons vont subir les transitions qu'on vient de voir, c'est-à-dire pi étoile ou pi étoile, etc. Alors, donc les molécules qui possèdent ces groupements chromophores, on les appelle chromogènes. Donc, dans des groupements chromophores, on va voir quels sont ces groupements chromophores, qu'est-ce que ça peut être comme fonction, comme liaison, comme molécule. Alors, lorsque les chromophores et ado sont isolés, c'est-à-dire séparés par des liaisons simples, donc on a les effets sont individuels, c'est-à-dire chacun va absorber de son côté. Maintenant, s'ils sont, si les groupements ado, les groupements chromophores, qu'on va voir des exemples de ces groupements chromophores, s'ils sont conjugués, c'est-à-dire il y a un effet mésomère binatome, donc c'est considéré comme un seul chromophore, parce que les électrons se déplacent, c'est les mêmes. Alors regardez qu'est-ce qu'on a comme groupement chromophore. On commence par l'alcène, C double liaison C. Là, l'alcène, tout simple, une simple double liaison C absorbe à 170, la longueur d'onde, le maximum d'absorbance. Il faut que je nous envoie le maximum d'absorbance. On a un diène. Si dans une molécule, vous avez deux doubles liaisons, diène. Là, l'absorber à une longueur d'onde de 220. Si on a trois doubles liaisons, 260. Donc, on voit que la longueur d'onde augmente avec le nombre de doubles liaisons. Si on a 4 doubles liaisons,
c'est 290. Donc, les doubles liaisons sont des groupements chromophores. Ils absorbent dans l'UV visible, dans le domaine UV déjà, et donc, on peut les analyser par cette méthode. On a le groupement, par exemple, acide. C'est double liaison O-OH. Il absorbe à 210. Donc, on est dans le domaine UV. Vous avez l'alcine, c'est triple liaison C. Il absorbe à 180. On a groupement amide, c'est double liaison ONH2, 210, toujours dans l'UV. L'imine, 190, etc. Donc, tous ces groupements, donc ils ont soit des alcènes, soit des doublés libres, des doubles liaisons, le groupement carbonyle, imine, nitrile, le N double liaison N, le groupement azo, thio, C double liaison S, amine, tout ça, toute cette liste que vous voyez ici, sont ce qu'on appelle des chromophores. Et regardez, ils absorbent à des longueurs d'onde situées dans l'UV proche. Donc, analysable par la méthode UV visible. OK? Alors, regardez ici, vous avez d'autres groupements chromophores, par exemple, ici, on a parlé de la double liaison, de la triple, du carbonyle, etc. Alors, on va regarder les transitions qui vont se passer lorsque ces molécules absorbent une longueur d'onde située dans le V. Si je prends, par exemple, l'éthène. Éthène, c'est alcène avec une seule double liaison CC. Si vous regardez cette double liaison, si je regarde l'orbital moléculaire ici, je fais une liaison sigma et une liaison pi. Les électrons pi qui sont là, si vous faites le diagramme des orbitales moléculaires, vous allez voir qu'il y a possibilité de transition de ces électrons de l'état pi, de l'orbital moléculaire pi liante, vers pi étoile. L'excitation, ça va être de pi vers pi étoile, pi étoile. Triple liaison, kiff kiff. Donc ces électrons pi, c'est eux qui absorbent la lumière, la longueur d'onde située dans l'UV, et c'est eux qui vont passer à un état excité de l'état pi liant vers pi étoile. Pi étoile est une transition intense, c'est-à-dire la bande, vous allez la voir, elle est intense, et donc ce qui explique pourquoi les molécules qui sont alcène, alcine ou carbonyle, là où il y a les doubles liaisons, les électrons comme ça, pi, absorbent facilement dans l'UV et vous donnent ces transitions pi étoile par exemple. Alors si je prends ces doubles liaisons O, on a non seulement les électrons pi de la double liaison, et on a aussi les doublés non liants de l'oxygène. Là, ça veut dire qu'on a deux possibilités. Les électrons pi de la double liaison peuvent faire une transition entre pi étoile. Le N, les doublés non liants qu'on a appelés N, vous avez vu les énergies tout à l'heure, ces électrons qui sont des doublés non liants, eux aussi, quand ils reçoivent de l'énergie, peuvent sauter à pi étoile. Donc on a deux possibilités, pi étoile ou bien N vers pi étoile. Est-ce que vous suivez? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour la première molécule éthène, comme il y a une seule possibilité, les électrons pi sigma, pi, les électrons pi vont passer de pi à pi étoile. Donc j'aurai une transition à une longueur d'onde. Maintenant, pour le groupement carbonyle, CO, comme j'ai deux possibilités, donc j'ai deux longueurs d'onde. J'ai là, par exemple, 180 et 290. J'ai deux possibilités de transition. D'accord? Donc, j'aurai deux pics, deux bandes. Regardez ici. Ici aussi. NO, N double liaison O. Là aussi, vous avez la double liaison entre l'azote et l'oxygène, donc électron pi, et vous avez les doublés non liants, aussi bien de l'oxygène que l'azote. Là, vous avez aussi
pi étoile et n pi étoile. Et regardez les longueurs d'onde, lambda max, les longueurs d'onde de transition de cette molécule. Vous voyez que c'est différent par rapport à... Alors, on avait parlé aussi du coefficient d'extinction molaire ou d'absorption molaire. Regardez, là, vous avez les valeurs pour chaque groupement chromophore, chaque molécule. Alors, on a les groupements chromophores, les doubles liaisons, le carbonyle, la triple, etc. C'est ça, les groupements chromophores. Ils peuvent être dans des systèmes conjugués, c'est-à-dire il peut y avoir une délocalisation ou là, un effet mésomère. Donc, si plusieurs chromophores sont l'un à côté de l'autre dans une molécule, l'ensemble va former un système conjugué de chromophores. D'accord? Par exemple, dans les molécules polyéthyléniques, la bande d'absorption se déplace de l'UV vers le visible à mesure que le nombre de doubles liaisons augmente. À chaque fois qu'on rajoute une double liaison dans une molécule, on va avoir un déplacement de la longueur d'onde qui va passer de l'UV vers le visible. Donc, une augmentation de la longueur d'onde, de la valeur de la longueur d'onde. À partir de 8 doubles liaisons, par exemple, conjuguées, le corps absorbe dans le visible, donc il devient coloré. Par exemple, regardez ici, le bêta-carotène. Bêta-carotène qui a la couleur orange. Regardez le nombre de doubles liaisons, vous pouvez les compter. Là, c'est supérieur à 8 et là, c'est coloré. Donc, si je dis que ça absorbe dans le visible, ça veut dire que la molécule devient colorée. Et là, il faut, à partir de 8 doubles liaisons, on sort du domaine de l'UV et on rentre dans le visible. La longueur d'onde qu'absorbe la molécule est située dans le visible. Et si elle est située dans le visible, donc elle va être colorée. Et là, on voit que la couleur, elle est orangée de la bêta-carotène, celle qui colore la carotte d'ailleurs. Et là, parce que ça provient de 11 doubles liaisons conjuguées entre elles. Si vous comptez les doubles liaisons, il y en a 11 et elles sont toutes conjuguées entre elles. Ça veut dire que les électrons pi circulent من تحت لهنا. Vous savez, double, simple, etc. Donc, on a un effet mésomère, une conjugaison qui va de ce carbone jusqu'à ce carbone. Vous avez 11 doubles liaisons qui circulent en va-et-vient. Et là, à partir de 8 conjugués, on est dans le domaine visible et la molécule va être colorée. Alors, là, regardez ici. Là, on voit bien sur cette figure que, par exemple, si le nombre de doubles liaisons augmente, des bandes d'absorption pi étoile se déplacent vers les grandes longueurs d'onde. D'accord? On dit qu'on a un effet batochrome, c'est-à-dire la longueur d'onde augmente à chaque fois que vous rajoutez. Regardez, n égale 3, c'est ici, n égale 4, n égale 5, et à chaque fois que vous rajoutez des doubles liaisons, le lambda max, c'est-à-dire vous prenez le pic, vous regardez le sommet et vous descendez ici, le lambda max se déplace vers les grandes longueurs d'onde. Et donc, on rentre dans le visible. Alors, on va revenir aux transitions qu'on a vues tout à l'heure. Le passage de sigma à sigma étoile, pi étoile et n pi étoile, les différents types de transitions qu'on a pu voir tout à l'heure. Alors, jusqu'à maintenant, on a vu que les molécules qui possédaient des groupements chromophores, les transitions possibles, c'était pi étoile ou n pi étoile. Sigma étoile, on n'en a pas parlé encore. En fait, les transitions sigma étoile nécessitent des énergies fortes.
J'en ai parlé au tout début. Par rapport aux autres transitions, regardez, on passe de là à là. Il faut une grande énergie. Une grande énergie pour faire passer l'électron de sigma jusqu'à sigma étoile. Vous voyez la différence de niveau. Donc, il faut une grande énergie. Donc, ces grandes énergies, ça veut dire petite longueur d'onde, puisque delta E égale hc sur lambda. Donc, on va aller vers l'UV lointain et elles peuvent s'accompagner, ces transitions, de dissociation de molécules. C'est-à-dire c'est tellement fort qu'elles peuvent casser la molécule. L'électron, quand il passe comme ça, la molécule se dissocie. C'est pour ça que ce n'est pas intéressant. Ces transitions ne sont pas utilisées dans la spectrophotométrie UV visible. Alors, regardez ici, on a un spectre UV et on a 3 molécules, naphthalène, anthracène et tétracène. Le nombre de double cycles augmente et donc le nombre de double liaisons augmente et la conjugaison augmente. Le dernier, 4 cycles, le tétracène, est le système le plus conjugué. Les bandes d'absorption sont dues aux transitions pi étoile. Ce sont ces électrons pi qui tournent là, c'est eux qui passent de pi à pi étoile. Et on voit que lorsqu'on passe de naphthalène, anthracène à tétracène, comme on a vu tout à l'heure, regardez le premier spectre, regardez le deuxième, le vert, et le troisième en bleu. Donc le violet pour le naphthalène, c'est celui-là. On a 2 maximums. Vous voyez les maximums, ce sont les bosses. On a dit que dans le spectre, on n'a pas de pic fin, on a des bandes larges. Et là, vous voyez que vous avez 2 sommets, 2 bandes. Le vert aussi, le bleu aussi. Donc, mais il y a un décalage. Pour le violet, on est, regardez ici, on est entre 200 et quelques. Et là, pour le vert, on se déplace encore. Et pour le bleu, on rentre dans le 400 nanomètres. Autrement dit, on est dans le coloré, dans le visible. Alors, ce déplacement de la longueur d'onde, en fonction du nombre de doubles liaisons qu'on rajoute, des électrons pi, de la conjugaison, ça s'appelle un effet bathochrome. Donc la conjugaison, le nombre de doublés, quand il augmente, la conjugaison augmente, donc elle induit un effet bathochrome, c'est-à-dire augmentation de la longueur d'onde. Donc on va vers le visible. Plus la conjugaison augmente, plus les lambda max, ce que j'appelle lambda max, c'est le maximum là, le sommet là, comme vous voyez. Les lambda max se déplacent vers les grandes longueurs d'onde. Et si la longueur d'onde augmente, sachant que delta E est égal à hc sur lambda, lorsque lambda augmente, ça veut dire que delta E diminue. Donc, l'énergie diminue. Les énergies de transition vont être plus faibles. Donc, la conjugaison, c'est pour ça que les produits, les composés qui contiennent beaucoup de doublés, qui ont des cycles aromatiques ou qui ont des conjugaisons ou des effets mésomères, ont des énergies de transition faibles et absorbent bien dans le V visible. Alors, regardez ici, voilà un modèle d'un exemple de spectre de cette molécule avec 2 doubles liaisons. C'est ça ce qu'on a appelé le lambda max, donc c'est le plus haut sommet, là vous voyez. Ici, par exemple, le lambda max est égal à 235 nanomètres. Et là, vous avez le coefficient d'absorption molaire, c'est-à-dire l'intensité d'absorption. Regardez, elle augmente, elle est au maximum ici, vous avez 20 000, d'accord? Là, c'est plus faible et ça, c'est plus faible. C'est pour ça qu'on s'intéresse au lambda max, c'est-à-dire là où il y a le maximum d'absorbance, c'est-à-dire le coefficient est le plus grand. Ça veut dire la réponse, elle est intense. C'est ça qui nous intéresse. Alors, on a vu l'effet bathochrome, on va voir l'effet hypsochrome. C'est l'effet contraire à l'effet bathochrome. Donc, au lieu de se déplacer vers les grandes longueurs d'onde,
Les spectres, les pics, là qu'on a vus, vont se déplacer vers les petites longueurs d'onde. Donc, va être vers la gauche. Alors, il existe des transitions pour lesquelles la polarité du chromophore diminue quand on passe de l'état fondamental à l'état excité. Donc, c'est le cas, par exemple, quand pour la transition, un doublé qui passe de N à pi étoile, du carbonyl là, dans une cétone, par exemple, là, ça va diminuer la longueur d'onde au lieu de l'augmenter. Alors qu'on a vu tout à l'heure, pi étoile, ça a augmenté, alors que là, ça diminue. Par exemple, lorsque la molécule, par exemple, si je prends CO et la polarisation de la liaison CO, si je mets CO dans un solvant polaire, donc la polarisation va augmenter et donc la C plus au moins sera d'autant plus stabilisé que le composé sera dans un solvant polaire. Les molécules seront attirées par l'effet électrostatique autour du soluté. Bien sûr, parce que vous avez un solvant polaire, donc le C plus est attiré par le côté plus du solvant et le moins est attiré par le côté plus du solvant. Ça va avoir un effet, ça va nécessiter donc plus d'énergie pour provoquer la transition. Donc je répète, si je prends par exemple le groupement carbone, CO, si je le mets dans un solvant polaire, donc j'ai dit C plus au moins. Alors C plus au moins dans un solvant polaire, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des attractions entre le plus et le moins du solvant et entre ce moins et le plus du solvant. C'est normal. Dipôle, dipôle. Le fait qu'il y ait cet effet électrostatique, ces attractions, va faire que les transitions, c'est-à-dire les électrons pour sauter, il leur faudra plus d'énergie. Avoir plus d'énergie, ça veut dire qu'il faut les longueurs d'onde plus petites, parce que delta H, c'est sur lambda. S'il faut plus d'énergie pour que l'électron passe d'un niveau à un autre, donc il faut que les longueurs d'onde diminuent. Donc on va avoir ce qu'on appelle un effet hypsochrone. Donc quand on met un solvant polaire, le fait de stabiliser la liaison va demander plus d'énergie pour faire passer pour la transition électronique, c'est-à-dire pour que l'électron passe d'un niveau fondamental à l'état excité. Et à ce moment, grande énergie veut dire petite longueur d'onde. Autrement dit, la longueur d'onde on va avoir ce qu'on appelle un effet chrome. C'est le contraire de ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est l'effet qu'on observe pour la transition N sigma étoile, par exemple. Alors, l'effet bateau-chrome, on l'a vu. Tout à l'heure, on a vu que c'était le déplacement vers les longueurs d'onde les plus grandes. Alors, quand on a des solutés qui ne sont pas très polaires, peu polaires, et quand on les met dans un solvant polaire, il ne se passera rien. Il n'y a pas d'effet d'orientation des molécules autour du soluté, parce qu'il n'y a pas d'attraction, bien entendu. Donc, on rencontre cette situation, par exemple, dans les hydrocarbures éthyliniques, entre pipi étoile. La double liaison de départ est moins polaire avant qu'après absorption du photon. Donc, dans un solvant polaire, pour résumer, le solvant polaire, il a pour effet de stabiliser la forme excitée, ce qui favorise la transition et donc un déplacement vers les longueurs d'onde, les grandes longueurs d'onde. Donc, si on a un solvant polaire, il va stabiliser la forme excitée. Donc, ça va déplacer les longueurs d'onde vers les grandes longueurs d'onde. Ça, c'est lorsqu'il y a les transitions pi-étoile. On a vu que pour les autres transitions, style N pi-étoile, c'était le contraire. Donc, pour résumer, donc si on voit le déplacement des bandes d'absorption en mettant un composé dans un solvant
on regarde comment les bandes se déplacent. On le fait seul, et après on le met dans un solvant, et on va voir comment le déplacement se fait, soit vers les longueurs d'onde grandes, bathochrome, soit une diminution hypsochrome. Donc, par effet de la polarité des solvants, ça peut nous aider à reconnaître la nature des transitions observées. Si je vois que ça augmente, ça veut dire c'est pipi étoile. Si je vois que ça diminue, ça veut dire que c'est une transition N pi étoile ou N sigma étoile. D'accord? Donc, pour reconnaître déjà le type de transition, l'effet du solvant peut nous aider à reconnaître les transitions électroniques qui se passent au niveau de la molécule. Alors, il y a aussi un effet sur le coefficient d'absorption molaire. Lorsque vous changez de solvant, parce que votre composé, vous allez mettre de solvant, il y a un effet du solvant, justement, on a vu non seulement sur les longueurs d'onde, sur le spectre, mais aussi sur l'intensité du coefficient d'absorption molaire. Regardez ici, on revient ici, vous avez ici le coefficient d'absorption molaire, et par là, vous avez la longueur d'onde. Donc, quand je prends une molécule, quand je la mets dans un solvant, qu'il soit polaire ou apolaire, il va y avoir des effets. Alors, lors du changement de solvant, on peut avoir une modification du coefficient d'extraction molaire. S'il diminue, ça veut dire que c'est un effet hypochrome, pardon. Et s'il augmente, c'est hyperchrome. Ça se voit ici. Alors, hypochrome, ça veut dire l'intensité, le pic HEDA. Il arrive ici, regardez, jusqu'à 20 000. Et il va descendre, l'intensité va diminuer. Et là, on va dire que c'est un effet hypochrome. Comme il peut augmenter, et là, on dit que c'est un effet hyperchrome. Alors, pour résumer le tout, donc on a 4 effets. On peut avoir un déplacement du pic, de la bande, vers des longueurs d'onde grandes, vers le visible. Là, on dit que c'est un effet bathochrome. Quand il y a une diminution de la longueur d'onde, on dit que c'est un effet hypsochrome. Quand l'intensité du coefficient d'absorption molaire augmente, c'est hyperchrome. Quand elle diminue, c'est hypsochrome. Tous ces effets, c'est dû au solvant. D'accord? Donc, le solvant peut avoir des effets sur votre spectre, votre molécule. Alors, regardez ici, je prends des 2 molécules et je compare. Là, on va comparer. Regardez, on a 2 solvants. Et donc, on a alors, attendez. Donc, on a le comparaison, donc benzophénone, acétone. Regardez ici, qu'est-ce qui se passe. Regardez l'acétone. Première transition, selon que ça soit dans un solvant ou dans un autre, on va avoir des effets différents. Alors, premièrement, si votre benzophénone, la benzophénone, elle est dans l'acétone. Acétone. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une transition NP étoile à 273 et elle a augmenté, elle est passée à 300, regardez ici, 350. Donc, on passe de 273 à 350. Donc, c'est un effet bathochrome.
Même chose pour la transition pipi-étoile. Elle était à 187, elle est passée à 250. Donc là, on a aussi un effet bateau-chrome. L'intensité. Donc je parle de l'absorption, le coefficient d'absorption molaire, intensité, dans ce sens-là. Maintenant, c'est longueur d'onde, maintenant, c'est l'absorption, le coefficient d'absorption molaire, lambda max, epsilon max. Là, on voit qu'il est passé de 14 à 100 pour cette transition. Parce qu'on a deux, vous avez deux pics, comme واحد هنا وواحد هنا. هذه c'est N pi étoile ou هذه c'est pi pi étoile. Pourquoi je sais que celle-là c'est pi pi étoile et celle-là c'est N pi étoile? D'abord l'intensité. La bande pi pi étoile est beaucoup plus intense que N pi étoile. Déjà, là vous allez les reconnaître. Et regardez les déplacements. On était à 14 et on passe à 100. Donc, c'est un effet hyperchrome. L'autre, elle était à 950 en intensité et elle est passée à 1000. Donc, c'est un effet hyperchrome. Donc, vous voyez l'influence du solvant sur la modification du spectre UV visible obtenu. Là, on va passer à la loi d'absorption qui est la loi de Beer-Lambert. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Oui, madame. Je vous écoute. Vous voulez me dire quelque chose? Vous vouliez me dire quelque chose? Madame, ne pouvez s'arrêter là. Ah, Nous avons un autre cours maintenant. Ah, bah d'accord, ok. Oui. Il faut me dire, je pensais que vous étiez libre. Alors, نو اخي قلت لك نقراو على 3 ومن بعد ديك البروف طلعتها قالت لي نشدكم 42. 40, d'accord, ok. Je termine juste avec la loi de Beer-Lambert et je vous lâche. D'accord? Je me نعاودوش نقولوا ليها une autre fois. D'accord, madame. Ok, sinon on la fera une autre fois parce que sinon je encore au moins une petite pause pour vous, d'accord? Ça fait rien. On va s'arrêter là, mais il faudra qu'on reprenne le cours parce que sinon vous ne pourrez pas faire votre série de TD. لازم نديروا la loi de Beer-Lambert. Ok? Allez, prochain cours. Ok? D'accord, madame. Est-ce que vous avez des questions déjà? Oui ou non?